Salut Amy. Salut. Donc on a le plaisir aujourd'hui de parler avec Amy qui est en Australie depuis super longtemps. Depuis un petit bout de temps. Oui, 2020, mais la première fois que je suis venue en Australie, c'était 2015. Génial. Donc est-ce que tu veux te présenter Ouais. Globalement, généralement? Pas de souci. Du coup, mon vrai prénom c'est Amandine. Je dis Amy parce qu'il n'arrive pas à le dire ici. Mais je suis venue pour la première fois en Australie en 2015, donc j'avais 19 ans. À ce moment-là, je suis venue dans le cadre des études pour faire ma 3e année de licence en Australie. Quand je suis venue, après je vais peut-être pas donner trop de détails parce qu'on va peut-être aller un peu plus dans ça plus tard, mais je suis restée 1 an, je suis allée à Brisbane et après je suis tombée amoureuse de Brisbane. Et donc j'ai fait les allers-retours pas mal de fois entre la France et l'Australie, à peu près tous les ans. Et je suis revenue, on va dire, un peu plus de façon permanente en 2020, donc en pleine période Covid. Ah ouais. T'as eu du mal du coup? Oui, voilà. Pleine période Covid, oui, c'était très compliqué. Ah oui. Génial. Alors pourquoi tu as décidé de t'immigrer en Australie? Alors du coup, la toute première fois que je suis venue, donc c'était en 2015. Je faisais donc ma licence à Sciences Po Paris à ce moment-là. Et en fait, dans le cadre de notre 3e année, on peut partir à l'étranger pour faire des études. À ce moment-là, l'Australie, c'était pas tellement une destination que je voulais particulièrement. C'était plus un choix, un cheminement et des choix qui ont fait que j'ai choisi ce pays-là. Parce qu'en fait, je voulais apprendre l'anglais. À ce moment-là, mon anglais était vraiment terrible, vraiment quelque chose que je voulais vraiment améliorer. Et je voulais partir pendant vraiment 12 mois. Parce que quand tu faisais une année universitaire en Europe, tu partais que pendant 8 mois. Parce qu'en vrai, tu partais septembre, tu revenais en mai. Là, avec l'année qui démarrait, je rentrais en milieu d'année, je faisais juin jusqu'à juin. Donc je voulais vraiment partir 1 an complet. Ouais. Et en fait, j'avais le choix entre à peu près Singapour, la Nouvelle-Zélande et l'Australie qui rentraient dans ces critères-là. Et je me suis dit, l'Australie, il fait beau. Donc on va tenter. Mais je suis venue ici avec une page blanche. J'avais aucune préconception de l'Australie, de ce que je pouvais y avoir. Donc je suis vraiment venue en mode, j'ai pas d'expectation du tout. Génial. C'est finalement la meilleure des manières. Oui. Comme ça, on est toujours. On peut pas être déçu toujours. Voilà. On s'attend à rien. Toujours content de ce que l'on trouve. Quels ont été tes défis majeurs pendant tout ton parcours? Alors, j'ai eu très peu, donc les premières années, cette première partie du parcours qui était via l'université, j'ai eu aucun défi particulier. À part que arrivé à 19 ans, c'est quand même assez jeune, t'es tout seul, tu fais les cours à l'université, et vraiment, il y a beaucoup de choses à apprendre sur tout un nouveau pays. En fait, particulièrement quand tu ne maîtrises pas la langue, quand il faut ouvrir un compte en banque, quand il faut trouver un nouveau téléphone, des trucs comme ça, quand il faut gérer avec l'administration de l'université, tout ça, c'était un peu compliqué au début. Donc, l'école t'a soutenue dans ce processus ou pas? Pas tellement en fait. Pareil, mon visa, je l'ai fait toute seule aussi à ce moment-là. Et je crois que ta caméra elle s'est éteinte. Je crois que c'est normal. Ok, d'accord. Désolée, j'ai coupé, mais du coup, je me suis dit, je vais quand même le dire, juste au cas où. Pardon, je peux me répéter ta question juste pour être sûre que je réponds correctement. C'était, tes défis. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai pas continué sur la première question qui fait que aussi je suis revenue. Donc, donc ça, c'était les premiers défis sur ma première phase. Ensuite, moi, je suis revenue pas mal en visiteur, donc ça allait. C'est plutôt ma deuxième phase, on va dire ma deuxième partie d'immigration entre guillemets, qui là a été plus challengeante parce que donc j'ai fini mon master en 2019, je suis voyagé un peu et après je me suis dit tiens, j'aimerais bien retourner en Australie pour travailler, voir si je m'y plais, parce que je m'étais plu en étant étudiante, est-ce que je vais m'y plaire en travaillant là-bas. Et en fait j'ai eu vraiment un coup de chance énorme. J'ai trouvé une start-up à Toulouse qui proposait un volontariat international en entreprise, donc un VIE, à Brisbane. Donc c'était vraiment, il y en a très très peu des VIE en Australie et il y en a quasiment jamais à Brisbane. Donc c'était vraiment été la chance. Je l'ai saisie, j'ai été prise et donc j'ai bougé à Toulouse pour être formée, donc c'est début 2020 et j'avais à peu près 2 mois sur Toulouse avant de partir à Brisbane pour faire mon VIE de 1 an, qui était renouvelable encore 1 an. Et le Covid est arrivé. Et le Covid est arrivé, je crois, 2 semaines avant mon vol pour l'Australie. Oh, wow. Donc là, ça a été beaucoup de galères parce que du coup, les frontières ont fermé. Et pour un peu de contexte, les frontières ont fermé pendant plus d'1 an. Donc moi, j'ai réussi à rentrer en décembre 2020. J'ai fait ma quarantaine, tout ça. Et en fait, le processus a été très compliqué. Il n'est plus trop d'actualité maintenant, mais j'ai dû faire des demandes assez spéciales. Ils laissaient vraiment rentrer personne, même les Australiens avaient galéré à rentrer. Mon boulot faisait que je travaillais avec des fermiers
et dans l'Outback, et je travaillais avec des organisations agricoles et ce genre de choses, donc qui étaient liées vraiment à l'environnement. Donc j'ai pu monter un dossier pour dire que en fait, si je ne viens pas, il y a des projets environnementaux qui vont être delayed, qui vont prendre plus de temps si j'arrive pas à venir. Donc au bout de 5 demandes, j'ai réussi à l'avoir. Super. Je suis arrivée en plein Covid du coup, et j'ai fait ma première année en VIE, et en fait c'était une start-up et on n'a pas survécu au Covid, donc ils ont fermé. Et à ce moment-là, le visa que j'avais était très très particulier parce que c'est vraiment un visa qui est lié au VIE, donc c'est un visa que tu ne peux pas vraiment avoir si on n'a pas. C'est vraiment un accord entre la France et l'Australie, donc ça c'est assez particulier. On va dire que la galère là où vraiment les vraies démarches du coup pour rester de façon permanente ont commencé parce qu'en fait donc ce visa se terminait là et il était vraiment très lié au processus VIE, donc ce visa je ne pouvais pas le renouveler sans rester avec la boîte. Donc la boîte a fermé. Et en fait, ils ont été vraiment très gentils parce qu'ils m'ont prévenu en avance. Et donc, j'ai eu le temps, en fait, en étant toujours en train de travailler avec eux, de chercher un nouveau visa. Et là, ça a été pas mal de recherches parce que moi, je n'étais pas accompagnée du tout dans mes démarches. Donc, j'ai vraiment fait toutes les recherches toute seule. Et donc là, c'est soit on s'arme d'un avocat, soit on fait comme moi, c'est-à-dire qu'on essaie de trouver toutes les... j'ai fait foutre en compte le site internet du département d'immigration, et en fait, ce que je cherchais sur internet, c'était des free consultations. Donc en fait, à cette époque-là, j'en ai fait beaucoup, j'en ai fait peut-être 4 ou 5, où en fait, dès que je voyais un site internet d'un avocat ou d'un agent d'immigration qui proposait une consultation gratuite, en fait, je les prenais. Et j'en faisais une, j'avais des infos, je cherchais. Donc du coup, quand j'allais à la prochaine, j'avais d'autres questions. Et en fait, au bout d'un moment, j'ai réussi à avoir pas mal d'informations, gratuitement du coup. Et c'est comme ça que j'ai pu faire mes recherches en fait, de boulot. Et c'est peut-être un conseil que je peux donner, c'est que je savais déjà exactement quel visa je devais candidater quand je faisais mes démarches de recherche de boulot. Parce que... le 482, qui est le short term, donc... qui est dans le marketing, mais je vais aller un peu plus dedans dans les autres questions. Mais en fait, ouais, tout ce qui est paperasse administrative et qui est visa, en fait, c'est quand même assez des galères. Il faut être organisé, il ne faut pas avoir peur de soit payer quelqu'un pour t'aider, soit dans ce cas-là, de vraiment rechercher et de se débrouiller quoi, pour trouver les infos. L'experte en visa, du coup. Ah oui, non, mais je me pose même la question de dire agent d'immigration spécialisé pour les Français parce que je connais le site par cœur. Bah oui, pourquoi pas. Peut-être un jour. On pourrait collaborer ensemble. On pourrait collaborer ensemble, ça pourrait être pas mal. Alors, du coup, oui, ma question suivante, c'était quelles ressources et quel soutien? Donc, tu viens d'y répondre finalement, tu n'en avais pas eu? Non, j'en avais vraiment pas et j'ai pas eu d'avocat jusqu'à cette année en fait. Donc jusque-là avant, mais j'en suis à 6 visas, donc c'était mon 6 ou mon 7e là qu'on vient de faire cette année. J'ai tout fait toute seule. Et est-ce que tu recommandes de le faire tout seul ou est-ce que tu recommandes d'être plus accompagné? Alors, ça dépend vraiment dans quel cadre on fait ces démarches de visa. Par exemple, moi, le tout premier, c'était un visa étudiant qui était en partenariat avec mon université, avec Sciences Po. Donc là, pas besoin d'aide parce que c'est vraiment un visa légitime, entre guillemets. En soi, de toute façon, ils sont payés par les écoles et pas par les étudiants dans tous les cas. Donc. Exactement, donc c'est ça, non. J'ai fait un work holiday visa, j'ai fait des visiteurs, pas besoin. Pour mon tout premier 482, donc en fait avant 482 j'étais en 403, donc qui est le visa qui est lié un peu au VIE, qui était en fait aussi un visa travail. Donc en fait là on n'est pas passé par un agent d'immigration, je l'ai fait toute seule. Et en fait ça m'a déjà donné des bases pour quand plus tard j'ai fait mon 482, parce qu'en fait j'avais fait celui-ci toute seule avec du coup la boîte. Depuis la France, en sachant très bien qu'on allait l'avoir parce que c'était quand même un agreement entre la France et l'Australie, mais c'était quand même une bonne base pour comprendre quelles sont les attentes et ce qu'ils demandent en termes de... Et puis du coup, tu avais déjà tous les papiers de prêt. Exactement, j'ai dû en refaire quelques-uns et tout, mais on en a besoin de plus pour 482, mais première demande de 482, en fait, j'ai pas cherché de l'aide parce qu'en fait, pour moi, c'était vraiment j'avais très très peu de chance de trouver une boîte en fait, donc je m'étais dit, j'ai pas envie de mettre de l'argent là-dedans. Je me suis dit, on tente sans. Et ma boîte n'était pas chaude en fait pour payer pour un avocat. Et vu que moi c'était vraiment ça de chance de l'avoir, je me suis dit, ça vaut pas le coup de mettre 2 000, 3 000 dollars dans le visa et en plus 5 000 dans un avocat, alors que mes chances étaient très très limitées de l'avoir à ce moment-là où j'avais vraiment pas d'espoir. Puis je l'ai eu. Donc là par contre, les prochains qu'on fait, en fait, vu que j'avais rien à perdre, je me suis dit, ça sert à rien.
Et quand on a dû faire mon deuxième 482 qui a été en février cette année et qu'on a fait ma demande depuis, alors là par contre j'ai fait non, on va sur un avocat parce que là j'ai beaucoup à perdre. Et donc du coup je suis passée par un avocat et par un agent d'immigration. J'ai vraiment pris un avocat donc c'est plus cher. Mais je trouve que les avocats, quand c'est des gros dossiers comme ça, ont plus d'expertise et connaissent vraiment la loi. Parce qu'il y a des fois où par exemple j'ai eu des conversations avec des agents d'immigration où il y a des moments, moi, alors eux ils ont l'expérience bien évidemment. Mais les textes de loi, moi je pouvais aussi les vérifier toute seule, donc je suis aussi allée voir les textes de loi directement, et pas juste au site de l'immigration. Si on cherche vraiment au site de l'immigration, ils te renvoient aux textes de loi qui sont publiés en fait. Et donc tu peux lire et vérifier les informations et tout. Et du coup, quand j'en parlais avec les avocats, c'était beaucoup plus facile parce qu'eux connaissent les textes de loi. Et donc là, je trouve qu'ils sont beaucoup plus efficaces en fait. Finalement, tu étais plus pointu que les agents d'immigration. Sur ça, un truc, oui, mais eux, ils avaient l'expérience, donc ils pouvaient aussi t'orienter en mode ça passera jamais, même si c'est possible, ça passera pas. Alors que, ouais. Donc je trouvais que les avocats, j'ai préféré passer par un avocat plutôt qu'un agent d'immigration. Et par contre, c'est un avocat qui est agréé agent d'immigration. Oui, c'est un avocat. Ça a changé avant, je crois que c'était d'office, et maintenant ils vont devoir passer quelque chose en plus. Ok, alors ça je ne sais pas les détails, mais là, oui, c'est vraiment, c'est une boîte, en fait, ils font pas que ça, hein, dans cette boîte-là, il y a des avocats pour tout, en fait. Et moi, du coup, j'étais via la migration, la partie migration, Department of Immigration, la branche qui était là-dedans, mais ils font tout, c'est vraiment une boîte d'avocats où ils font plein de choses, quoi. Ok, cool. Super. Alors, on va passer sur quelque chose de plus léger. Qu'est-ce que tu aimes le plus en Australie, dans ta vie de tous les jours? Ouais, alors en fait, ce qui m'a vraiment marqué quand je suis venue la première fois, ça a été très léger, très banal, le temps. Après, je vis dans le Queensland, donc c'est vraiment, c'est pas le Victoria, c'est pas Sydney. J'ai vraiment beaucoup aimé le temps. En fait, ici, il fait beau tout le temps, et ça a vraiment été, moi qui viens de Sarthe, du Mans, qui est quand même la région, le département le plus pluvieux de France. Ça a été un changement radical, ça a été génial. C'est beau, ouais, mais en fait c'est tout bête, mais en fait le moral pour moi est très très lié au temps en fait. Ouais, j'ai vécu à Melbourne pendant 6 mois, j'ai pas du tout aimé. Dans le Queensland, tu te réveilles, il fait beau tous les jours, enfin, tu te poses même pas la question. Et ça, je trouve qu'au niveau du moral, moi c'est un truc qui est important pour moi, donc ça c'était vraiment un truc que j'ai beaucoup aimé. Et en fait, les Australiens, en fait, au niveau sociétal, je trouve qu'ils sont. Ça c'est point positif et c'est point négatif, mais en fait ils sont beaucoup plus légers. Il y a beaucoup moins de problèmes sociétaux en fait en Australie, et donc tu le ressens vraiment dans les gens, comment les gens interagissent avec eux, avec les autres. T'as l'adage no worries mate, ça veut dire pas de problème, tout le monde te dit ça, et franchement les gens sont heureux, les gens sourient, les gens sont bien, et ça se sent en fait dans toutes tes interactions avec tout le monde. Il n'y a personne qui tire la gueule. Je suis revenue en France, je me souviens, c'était 2 ans que j'étais. C'est exactement ça, ça fait 2 ans que j'étais pas rentrée. J'ai eu un choc culturel en rentrant dans mon propre pays. J'ai fait là je suis en France, hein. Et ça, il n'y a pas ça en fait. Quand l'agent d'immigration t'arrive en Australie, il te welcome, il t'accueille avec un sourire en mode comment ça va, tu viens d'où, machin. En France, t'es français, c'est même pas un bonjour, c'est passé. Je fais genre bon, ravi d'être rentrée en France. Mais c'est très lié au contexte économique en fait, qui font qu'ils n'ont pas du tout les mêmes problématiques que nous on peut avoir. Donc en fait, puis c'est un pays très très jeune, très très récent. Ils ont bien sûr des problématiques avec les aborigènes ou avec d'autres choses, mais en tant qu'expat, en fait c'est très sympa. Ils aussi sont très peu engagés politiquement, socialement. Donc en fait, je pense que du coup, ils sont foutent un peu, tu vois. Donc en fait, ils sont plus légers parce qu'en fait, ils vivent leur vie et en fait, ils sont contents dans leur vie. Et puis il y a beaucoup moins de problèmes de pouvoir d'achat. Oui. Donc forcément, si l'économie va, tout va. C'est ça, exactement. Le taux de chômage est très très bas, très et finalement c'est que des gens qui le veuillent presque. Oui, oui, donc et ça joue énormément à comment la culture elle se développe. Et un troisième point qui moi était important pour moi, ça a été la sécurité en tant que femme. Et ça en fait, ça a été une révélation en fait de dire ici, de me dire mais en fait je peux rentrer à 3h du matin, étudiante de 19 ans, je rentre à 3h du matin, un peu bourrée, après être rentrée en club, en jupe, en short, et puis je marchais toute seule à Brisbane, je croisais des gens, et même des workers tard la nuit, mais aucun problème, j'avais même pas une once de sentiment d'insécurité. C'est vraiment un pays qui est très très safe pour les femmes. Tu peux t'habiller comme tu veux, tu peux traîner, tu peux être seule dans la nuit, tu peux être aussi alcoolisée toute seule, il n'y a aucun problème. En fait, il y a tous ces comportements-là où tu ne ferais pas en France, où tu prends un Uber,
où tu texterais une copine pour dire que tu es là, où tu feras en sorte qu'il y ait une copine qui vienne avec toi, où tu vas pas trop boire parce que tu n'es pas sûr de comment tu vas rentrer ou comment. Puis Ou tu le vas mettre stress, une jupe, le tu vois. stress tout ça. sur le... Ouais. Et en fait, Sur le retour. pour moi et mon expérience personnelle de la France et notamment de Paris, en fait, ça a été, je peux vivre quoi. Ça a été vraiment, là maintenant je suis presque habituée, mais je me souviens très bien quand je suis venue, ça a été vraiment, ça peut exister quoi. Ouais. Mais je veux ça, je veux ça, je veux cette sécurité en tant qu'individu, en tant qu'être humain et que je trouve qu'on n'a pas en France. Non, C'est vraiment définitivement. les 3 points. Après, ça a évolué. Pourquoi je veux rester maintenant? Il y a notamment, c'est facile de trouver du boulot, le pouvoir d'achat est quand même un peu plus mieux qu'en France. Mais initialement, le fait que j'ai beaucoup aimé l'Australie, c'était vraiment ces 3 raisons en fait, principalement. Et tu as doublé, triplé ton salaire? Alors moi, en fait, j'ai très peu travaillé en France. Donc en fait, j'ai pas trop de points de référence parce que j'ai travaillé un tout petit peu en France, après j'ai travaillé en Espagne et après je suis venue en Australie. Donc je démarre vraiment ma carrière professionnelle en Australie. Ceci étant dit, entre 2015 et maintenant, les prix, tout a explosé aussi parce que maintenant, s'acheter une maison en Australie, il faut avoir le million. C'est-à-dire que ce n'était pas le cas en 2015 et les choses étaient beaucoup moins chères aussi en 2015. Donc en fait, les salaires sont certes très attractifs, mais les prix sont aussi très élevés et ils sont bien élevés depuis 2015. Que le logement, parce que la nourriture en soi, la viande est beaucoup moins chère qu'en France. Et quand même, ça a augmenté pas mal il y a les 2 dernières années là. le Covid a vraiment tout niqué. Enfin, mais après en France ça va être pareil. C'est ça. On sait pas parce que je suis pas rentrée en France du coup. En fait, j'ai fait la majorité de ma vie adulte en fait entre guillemets en Australie parce que donc je suis venue à 19 ans et puis vu que je faisais des allers-retours et je restais plusieurs mois ici et que je suis vécue en Espagne un peu, en fait, je suis un peu détachée de la réalité française maintenant et de ce que c'est. Donc oui, donc du coup, oui, il y a forcément en termes de niveau de vie, tu gagnes mieux ici, ça c'est sûr. Et quel conseil tu donnerais aux Français qui veulent venir en Australie? Ça dépend pour quelles raisons ils veulent venir en Australie. S'ils veulent venir pour immigrer. De façon permanente. De façon permanente. Alors je dirais ne pas tout plaquer en France d'un coup. Je pense que si on veut venir de façon permanente, c'est faire ses recherches en amont. Voir si on peut venir via les études, ou si on peut venir via le travail, de faire un peu de recherche quand même en amont là-dessus. Parce que, en fait, il y a plusieurs façons de rentrer de façon permanente en Australie, mais c'est quand même très très spécifique et il faut voir en fait déjà d'emblée si vous rentrez dans les cases. Ouais. Parce que si vous ne rentrez pas dans les cases directement, ça veut dire qu'il y a un processus qui est plus long, qui va peut-être de faire des études spécifiques, qui va peut-être de travailler plus longtemps, peut-être en France avant de venir. Parce que par exemple, il y a certaines PR qui demandent un skill assessment. Et un skill assessment, c'est obligatoire pour d'ailleurs pas mal de PR, pour des personnes qui veulent rentrer ici via le travail. Il faut justifier donc soit d'avoir fait des études dans dans une certaine branche et d'avoir fait travailler dans cette branche-là après. Et si tu n'as pas fait des études, il faut avoir 3 ans d'expérience là-dedans. Donc, par exemple, si vous manquez 1 an ou quelque chose comme ça, vous pouvez peut-être la finir en France avant de venir en Australie. Ou si vous rentrez dans aucune case, dans ce cas-là, réfléchir. Ok, je peux pas dire des études, tout en sachant par contre que la loi peut changer, que la liste peut changer, qu'il y a pas mal de choses qui peuvent changer. Donc faire ses recherches en amont avant de venir ici. Je pense que c'est très important parce que c'est pas facile de rester, c'est possible, mais c'est pas facile. Et si on vient ici, on a tout plaqué en France, et qu'on vient ici pour tenter un truc, et qu'on se rend compte qu'on rentre pas dans les cases et qu'il faut. Je pense qu'il faut mieux se préparer en amont avant de venir ici quand même. Tout à fait d'accord avec ça. Ouais, il y a une stratégie finalement à créer, à adopter et vraiment à suivre. Et après, on peut l'adapter au fur et à mesure des années parce que voilà, les lois changent également, mais c'est quand même bien d'avoir sa stratégie de créer avant de s'embarquer là-dedans. Et peut-être aussi, moi, ça a plus été une conséquence en fait, de rester quand je suis vraiment partie en 2020 avec un VIE. À ce moment-là, j'avais pas du tout l'idée de comment j'allais pouvoir rester derrière. Et en fait, j'avais même pas l'idée de si je voulais rester Donc c'est vraiment, j'ai eu en fait des coups de chance par coup de chance qui font que j'ai pu trouver des solutions. Mais effectivement, si on a déjà le projet et que c'est déjà ce qu'on veut faire, des recherches et surtout peut-être commencer à avoir des contacts, des avocats ou des agents d'immigration. Parce que ce qui s'est passé, moi, avec par exemple mon tout premier 482, j'avais notamment fait une free consultation avec un avocat, avec
qui m'ont aidé beaucoup, en fait, gratuitement presque, en fait, à me donner pas mal d'informations. Et en fait, je suis restée en contact avec eux. Et en fait, c'est avec eux que j'ai fait du coup mon deuxième 482 et ma PR, qui est j'ai fait 186. Mais je les avais déjà en fait en contact, ils me connaissaient déjà, ils savaient déjà mon parcours. Et je les avais trouvés très efficaces à m'aider presque gratuitement pour mon truc. Donc, et ils m'ont tenu au courant, c'est-à-dire que en fait, je catch up, j'en renvoie un email une fois par an pour un peu cerner où est-ce que les lois étaient et tout. C'est eux qui m'ont prévenu par exemple que en fait, jusqu'à la fin de l'année dernière, moi, j'étais pas éligible en PR encore, en fait. Donc, j'étais quasiment à la fin de mon 482, avec pour seule opportunité de juste le renouveler. J'avais pas d'autre option. Et en fait, la loi a changé et c'est eux qui m'ont prévenu. Ils m'ont dit la loi change. Ils m'ont dit en début d'année, ils m'ont dit ça va changer à la fin de l'année. Donc pendant toute l'année, j'ai attendu. Puis finalement, ils l'ont changé le 25 novembre. Et là, donc 3 mois avant que mon 482 se terminait, je suis devenue éligible à la PR. Wow. Mais c'était comme ça. Et là, à partir du 1er juillet, je ne le suis plus. Parce que ça a rechangé. J'avais une window de 6 mois. Et du coup, quand j'étais il y a 1 mois, là, c'était vraiment. J'avais 6 mois pour le faire. Et c'était vraiment très très short. Et encore même pas parce que mon visa se terminait en février. Donc j'avais de février à 1er juillet pour faire ma PR. Et c'était vraiment cette window-là qui était vraiment. Parce qu'en fait, on peut lire le site souvent, mais en fait, les avocats, ils vont être au courant des changements qui sont possiblement venir. C'est-à-dire que par exemple, elle, l'avocate, m'a prévenu en février. Et la loi, elle a changé en novembre. Ouais. Mais du coup, j'avais ça en tête, donc j'avais ça de chercher, je regardais très régulièrement. Donc, avoir un peu ces premiers contacts, quitte à même peut-être, ne même pas avoir une free consultation pour la première fois, mais peut-être payer une première consultation de peut-être 100 ou $200. Mais tu rentres dans l'avocat. Ouais, à ce moment-là, ouais, ça a peut-être augmenté depuis, mais au moins, on a cet avocat dans carnet d'adresse et eux aussi se souviennent de nous en fait. Donc, ça va faciliter les démarches après derrière pour avoir les informations plus rapidement. En fait. Mais de toute façon, le networking en Australie, c'est quelque chose de crucial. Oui. C'est vraiment, que ce soit dans le travail, dans le visa, c'est vraiment crucial dans tout. Oui. Et c'est la preuve. Quand on est sympa, et ils nous redonnent des infos et c'est ça. Et c'est top. Wow. T'as eu de la chance. J'ai eu de la chance, j'ai eu beaucoup de chance dans mon parcours. C'est cool. Pour le coup, ouais. Très bien. Bien, un dernier message pour la communauté française en Australie qui recherche un PR. De s'accrocher parce que moi, par exemple, dans ce cas très précis, l'année dernière, je savais que je voulais rester en Australie. Jusque novembre, c'était pas possible en fait. Donc les choses peuvent changer, en bien ou en mal, mais elles peuvent changer en fait. Et du coup, si c'est vraiment ce que vous voulez faire et que vous avez les ressources, soit financières, familiales ou mentales, parce que c'est beaucoup de stress. Si vous avez ça, en fait, abandonnez pas et donnez tout, et puis ça peut arriver. Et le rêve se réalisera. C'est ça, exactement. Merci beaucoup, Émilie. Pas de soucis.